Bonjour à toutes et à tous, c'est le 12e je crois live Twitch. Et alors là pour le coup, en guise d'embrayage, je peux vraiment commencer par dire que depuis le dernier live Twitch, je n'ai pas consacré une seconde à Ulysse. Bonsoir Jacques. Mais bon, je vais quand même dire deux trois mots. Et puis bon, ça sera l'occasion de quand même de faire un peu le point, puis peut-être de jeter un œil au texte, à un des textes dont j'avais prévu de parler la semaine dernière, mais ah, bonsoir Jacques qui me dit qu'il m'entend sans image. Allons bon, c'est reparti comme au début des tout premiers bégaiements sous Twitch, j'espère pas quand même. Jacques, je vais quand même attendre de voir si d'autres nous rejoignent et me voient. Sinon, on reprendra et on recommencera. Ok, donc Delphine dit qu'elle a l'image, donc c'est peut-être chez toi effectivement, mais enfin si le son n'est pas trop désagréable ou de mauvaise qualité, Jacques, c'est peut-être suffisant. Tu n'es pas obligé de voir ma tronche. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, déjà, il y a beaucoup de gens. Il n'y a déjà pas grand monde quand même. On est un petit nombre. Et vraiment, j'en remercie d'autant plus les fidèles réguliers du lundi soir à 18h. Oui, je disais, il y a un certain nombre d'entre vous peut-être qui, et je l'espère même, qui font autre chose en suivant le live Twitch et voire qui écoutent sans regarder l'image. De fait, il est assez rare que je montre des choses. Ça m'arrive de montrer des couvertures de livres, des choses comme ça, mais enfin, globalement, le live Twitch n'a pas un immense intérêt en termes d'image. Donc si tu as le son, Jacques, c'est peut-être pas mal. Donc je ne sais pas très bien si on attend d'autres spectateurs, spectatrices. Ouais, ça fonctionne sur le téléphone et moins bien sur l'ordi. Bah, c'est peut-être lié à ta... Je sais pas si c'est un ordinateur. T'as peut-être pas... Tu utilises peut-être un Wi-Fi avec ton téléphone et une ligne de terre avec ton ordinateur, et peut-être que le PC, ou l'inverse d'ailleurs, je sais pas, hein, mais c'est peut-être lié à la connexion. Tu utilises peut-être pas la même connexion. Bonsoir, Apollon Pairs, richtig falsch. Ouais, bon, avec la fibre, normalement, ça devrait marcher, ça devrait marcher à plein même, mais bon, je peux pas tellement en dire plus, je n'ai pas de lumière supplémentaire. Bien, donc je disais, je peux commencer à parler de ça. Je disais que depuis mercredi dernier, je n'ai pas consacré une seule seconde à Ulysse. Euh, donc, la raison en est déjà que 5 jours et non 7 se sont écoulés, puisque j'avais décalé la précédente session au mercredi. La deuxième raison en est que j'ai eu un week-end chargé en termes notamment de copies, mais pas seulement, parce que les copies, c'est sans doute la partie la plus désagréable du travail, mais c'est loin d'être la plus lourde. J'ai beaucoup d'autres tâches sur les bras, donc ça a été un peu compliqué, notamment la question de l'organisation des examens et toutes les sessions de rattrapage, tout ça, donc c'était un peu lourd. Puis j'ai lu beaucoup d'autres choses aussi, je dois avouer. J'ai regardé, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont regardé, l'émission La Grande Librairie, que je regarde très occasionnellement parce que François Bunel m'agace pas mal. Mais j'ai regardé la Grande Librairie spéciale Annie Ernaux. Il y avait qu'Annie Ernaux comme invité, donc c'était un grand entretien qui durait pas loin d'1 heure et demie. Et en fait, en écoutant, alors moi j'ai pas lu énormément de livres d'Annie Ernaux, j'ai lu 4 ou 5 livres, certains vraiment courts. Et ça faisait un petit moment que je n'en avais pas lu, donc je suis allé chercher le Quarto, que je vous recommande, le Quarto qui doit déjà avoir une petite dizaine d'années. D'Annie Ernaux, et tout en écoutant en fait l'entretien à la Grande Librairie d'Annie Ernaux, j'ai commencé, alors que j'avais 2 autres livres en train par ailleurs, à lire un livre d'Annie Ernaux que je ne connaissais pas, la Femme gelée, et je me suis lancé dedans. Voilà, donc
Donc entre autres choses, j'ai fini La Femme gelée hier soir. Donc voilà, donc entre le travail et les autres lectures qui, je l'avoue, me suscitent plus, m'excitent plus que Ulysse, je n'ai pas du tout avancé cette semaine dans Ulysse. Bonsoir à Guillaume, bonsoir à toutes et tous. Oui, mais en fait, non, mais c'est pas assez. Alors justement, tiens, on parlait tout à l'heure des inconvénients relatifs de voir ou de ne pas voir ma tronche, parce que je suis très très grimaçant et je suis très agaçant aussi. Donc je veux dire, quand je dis que Bunel m'agace, enfin je veux dire, voilà, je dis pas ça d'une sorte de hauteur comme ça, persuadé que je ferais mieux que lui si j'étais à sa place. Je suis persuadé que je ne ferais pas du tout aussi bien que lui, ou en tout cas pas mieux. Donc ouais, donc ça c'est normal. Ensuite voilà, il m'agace, c'est comme ça. C'est surtout le côté faussement naïf, le fait de poser des questions dont il connaît les réponses en faisant semblant de confondre des choses. Pendant un certain temps, je pensais qu'il était vraiment ignare. En fait, je pense qu'il fait véritablement semblant, et c'est presque encore plus agaçant. Mais bon, peu importe, de se mettre à la place d'un spectateur qui ne comprendrait rien à la littérature. Je comprends bien d'où ça vient, mais c'est un peu agaçant aussi. Il ne faut pas avoir l'air d'être trop expert et que ça soit des discussions d'experts. Mais de temps en temps, il n'arrête pas de remettre, de rabaisser le niveau de la conversation. Donc c'est ça un peu qui m'agace. Mais bon, chez Bunel, dans la grande librairie, mais l'émission est pas mal. Hein. Je ne suis pas toujours intéressé par les événements, mais... bien. Donc, on va faire le point quand même. On va revenir à parler d'Ulysse, même si je suis heureux de voir que certains parmi vous, certains en l'occurrence Jacques, me disent adorer Annie Ernaux. Oui, moi aussi, j'aime énormément Annie Ernaux, et je trouve un des trucs les plus scandaleux d'ailleurs dans ce qui s'est longtemps dit sur Annie Ernaux, c'était le fait que c'était une écriture documentaire, d'observation, de notation. En fait, absolument pas. Hein. C'est une écriture extrêmement complexe, extrêmement lyrique, extrêmement... travailler aussi avec beaucoup d'ambiguïté. Je crois que le propre de l'écriture documentaire ou de notation n'est pas de cultiver l'ambiguïté. Annie Ernaux, tout en ayant des côtés extrêmement directs, extrêmement brutaux, qui font aussi le charme de son écriture, il y a beaucoup d'opacité, de complexité dans l'utilisation des temps, dans l'utilisation d'un certain nombre de mots, d'expressions, dans les points de vue. Enfin, c'est extrêmement riche et c'est très très beau. Et donc La Femme gelée, j'ai moins aimé la fin en fait de La Femme gelée, mais enfin, c'était un très beau texte. Bien, donc on en revient quand même à Ulysse et à vos remarques. D'ailleurs, je suis en train de... Bonsoir Ezra, le retour d'Ezra. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, je suis en train de faire des trucs bizarres avec mes panneaux et j'arrive pas à remonter sur les commentaires. Oh là là, ça me fait des trucs bizarres, c'est pénible. Attendez. J'essaie de me sortir J'essaie de remonter dans les commentaires. J'y arrive pas. C'est pas grave, ça m'agace. Donc je vais réagir à la fois aux lauriers sont coupés, à la remarque de Jacques sur les lauriers sont coupés, et à la remarque, alors je crois que c'était Delphine, j'ai pas eu le temps de remonter sur le fait d'être avancé jusqu'au Lestrygonians, mais je suis pas sûr que c'était Delphine. Et quand j'essaie quand j'essaie d'aller sur l'escalier, de voir les réponses précédentes, si ça y est, je vais y arriver. Ça y est, non, c'est, pardon, mais en plus je me trompe, c'est Apple and Pears, Richtig Falsch, qui nous dit j'ai avancé par contre, j'arrive à la fin des Lestrygons. Donc les Lestrygons, les Lestrygonians, j'avoue que je me rappelle plus, c'est quel chapitre, j'ai un trou en lisant ça, c'est quoi, c'est juste avant Charybde et Scylla, c'est ça, ou plus exactement Scylla et Charybde, et j'ai déjà oublié ce qui s'y passe. Vous voyez comme quoi cette lecture... en s'interrompant longtemps. Ah oui, d'accord, les Lestrygons, donc c'est dans la traduction, c'est ça. Lestrygonians, ce sont les chapitres, c'est le chapitre qui est en... Ah oui, qui est après le chapitre composé d'entêtes de journaux, de manchettes, de titres, d'articles, un peu à sensation, de presse à sensation. Et les Lestrygons, c'est le fameux chapitre où on parle beaucoup d'Hamlet. Voilà. Delphine en est à Circé, ça je crois qu'effectivement c'était déjà le cas, mais j'ai eu l'occasion de le dire hier. Il y a donc maintenant, ça va faire 2 semaines, après-demain, ça me paraît beaucoup plus loin que ça. Je me suis arrêté à la fin des Oxen of the Sun et donc au début de Circé, mais j'ai pas du tout continué, donc je peux même vous montrer, hein, histoire de...
mon marque-page principal, ça ne veut rien dire. Tiens, histoire qu'il y ait de l'image et qu'il n'y ait pas que ma tronche tout le temps. Et c'est pas histoire de frustrer Jacques qui n'a pas l'image. Je suis juste en train de montrer la double page 308-309 de l'édition Alma. Donc moi j'en suis là, et c'est vrai que j'ai pas repris. Et bon, le terme que je m'étais fixé, qui était d'avoir fini de lire Ulysses... excusez-moi, que je m'étais fixé de lire Ulysses avant d'avoir fini de lire Ulysses avant le Bloomsday le 16 juin 2022. Voilà, j'ai pas. Finalement, c'était relativement cool comme délai, mais il commence à devenir un petit peu serré si je m'y remets pas rapidement. Alors, en fait, moi, mon édition, je veux pas dire, il n'y a pas d'édition dans l'édition Alma, il n'y a pas de numérotation des chapitres. La numérotation des chapitres, on la trouve sur un certain nombre de. Je réagis en commentaire d'Apple & Pears. La numérotation des chapitres, on la trouve dans un certain nombre d'éditions, dont la version sur gutenberg.org, que moi je recommande parce qu'elle a quand même l'avantage d'être sur une seule page. Ensuite, après l'immense avantage du Joyce Project, je sais que je rabâche pas mal, mais bon, tout le monde n'est pas là tout le temps. Et puis bon, voilà, moi-même je sais plus toujours bien ce que j'ai dit, mais il me semble que je rabâche. Donc moi j'utilise souvent le texte du Gutenberg Project, et par ailleurs, il y a le Joyce Project qui est vraiment très bien, puisque là il y a les textes par chapitre avec plein de liens hypertextes, faire plein d'explications, et aussi la possibilité de demander la pagination de telle ou telle édition pour s'y retrouver. Donc ça c'est pas mal du tout de faire ça. Je continue de réagir aux commentaires, et c'est très très bien que vous soyez nombreux à commenter, parce que comme je le disais au tout début, j'ai pas du tout avancé, j'ai pas avancé d'un iota depuis mercredi dernier. Donc je pense qu'on va faire une séance, une 12e séance, un 12e Twitch, un peu de transition. Et c'est bien que vous posiez des questions, que vous ayez des réactions, parce que ça me permet comme ça de réagir au chat. Donc voilà, je disais ça par rapport à la numérotation des chapitres. Donc l'édition Alma, elle ne comporte pas de numérotation des chapitres. La seule chose, c'est qu'à partir des notes, les chapitres sont là divisés selon la division, avec les titres donnés par Joyce lui-même dans plusieurs lettres qui sont considérées comme une sorte de paratexte faisant autorité, de paratexte officiel presque du roman, du livre. Donc c'est vrai qu'on utilise beaucoup, et par exemple c'est ce que fait le Joyce Project. Le Joyce Project, il donne les titres des chapitres avec cette référence là. Donc c'est Oxen of the Sun, Lestrygonians, Charybdis and Scylla, bon, etc. Et voilà, et je pense qu'en fait c'est très bien de le lire dans une édition qui ne donne pas ces titres là, et qui ne donne pas non plus nécessairement les numéros de chapitres, parce que c'était pas comme ça que c'était édité au départ. L'édition originale chez Shakespeare & Company ne comprenait pas ça. Il y avait juste les grands 1, grand 2, grand 3. Donc ça, c'est entre le chapitre 3 et le chapitre 4 que l'on trouve ce grand 2 là. Je continue à réagir au chat. Jacques me dit qu'il en est toujours au bœuf du soleil dans les deux traductions. Ça, juste pour faire un petit lien avec les autres lives, on a pas mal parlé de ça dans le dernier live, le 11e, celui du mercredi 4 mai, je suppose. Ça me paraît bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc la vieille traduction, la toute première, la grande première traduction de Morel et Gelbert, révisée par Larbaud et Joyce en 1929, et puis la toute nouvelle traduction parue le 2 février, au même moment où moi je commençais cette série de live, où je faisais le premier live, la traduction parue aux éditions du Corridor Bleu dans la collection Sing, traduction uniquement de cet épisode 14 du chapitre Oxen of the Sun, par le poète Jean-Paul Hawksbury. Voilà. Et je réagis enfin à la remarque de Delphine. J'envisage de faire Bloomsday à Paris si ça tente d'aucun et si j'ai fini mes copies. Alors il me semble, moi je n'habite pas Paris, comme certains le savent, Delphine non plus d'ailleurs, pas strictement, mais enfin elle est plus près que moi, on va dire ça comme ça. Alors le problème c'est que moi j'ai un mois de mai, un mois de juin un peu... plus qu'un peu blindé jusqu'à la moelle. Moi, je vais venir à Paris en coup de vent le mardi 24 mai, mardi 24, donc dans 2 semaines, l'après-midi et le mercredi. Je repars le mercredi midi, donc je vais être là le mardi après-midi, mardi soir et mercredi matin.
parce que je vais présenter une brève communication dans le cadre d'un symposium à l'École normale supérieure autour de l'œuvre de Patrice Nganang, qui est un auteur dont je suis spécialiste, que j'ai déjà fait venir à Tours. Enfin bon, voilà, on a déjà fait un certain nombre de choses. Donc je vais communiquer à ce moment-là. C'est le mardi 24 mai au soir à Normal Sup, rue d'Ulm, de 17h30 à 20h. Hein. Voilà, si ça vous intéresse, je vous le dis. Si vous avez envie de venir écouter parler un peu de Nganang, que vous l'ayez lu ou pas, et puis si vous avez envie qu'on se fasse un petit coucou, voire un long coucou dans la vie matérielle, voilà, c'est tout à fait possible. Donc voilà, moi je viens déjà à Paris pour ça. Je communique à Tours dans le cadre d'un colloque qui a lieu du 13 au 15 juin. Et je vais à Toulouse à la fin du mois de juin aussi pour un congrès, cette fois-ci, qui dure 5 jours et dans lequel j'anime un atelier, je co-organise un autre atelier et je communique. Donc, avec toutes mes tâches de directeur de département en plus, voilà, je ne vais pas m'ennuyer, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc il y a effectivement, et c'est ce que j'allais dire, c'est bien ce que dit Apollon Pears, il me semble que le Bloomsday, alors évidemment le Bloomsday, il faut théoriquement le faire à Dublin, il paraît que c'est génial, j'ai un collègue professeur de civilisation britannique qui me disait encore la semaine dernière en marge de la journée Adapting Ireland que le Bloomsday à Dublin c'était absolument génial et que cette année ça allait être la folie pour le centenaire bien sûr. Bon, moi j'ai pas prévu d'aller à Dublin le 16 juin, je pourrais pas, quand bien même je le voudrais, coincé entre le colloque dans lequel je communique et mes tâches administratives et pédagogiques. Je pense pas tellement pouvoir aller à Paris non plus. Mais à Paris, il y a effectivement, alors je pense que ce à quoi pensait Delphine au départ, c'était les événements qu'il va y avoir à la librairie Shakespeare & Company, mais de fait, mon collègue, professeur de civilisation britannique et irlandisant, m'a bien dit que le centre culturel irlandais, ça devrait vraiment être très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller effectivement à aller au centre culturel irlandais. Bon, moi j'ai regardé ça vite fait, il y a un programme déjà sur le site du centre culturel irlandais. Si j'ai bien décrypté, si je ne me trompe pas dans les sigles qu'utilisent Apollon Pears et Delphine. Voilà. Donc ça c'est pour les Parisiens ou les Parisiennes, et je crois qu'à Tours, je ne sais plus très bien ce qu'on fait, mais il me semble qu'il y a une vague bricole qui a lieu au Nouvel Olympia. Donc à l'occasion, j'aurai l'occasion de reparler de ça si je vois passer plus de détails. Mais ça pourrait être sympa de faire un live Twitch exceptionnellement, parce que le 16 n'est pas un lundi, mais je pense que je risque d'avoir du mal à résister à la tentation de faire un petit live Twitch le 16 juin, soit très tôt le matin, soit très tard le soir, je ne sais pas trop, pour être compatible avec les autres événements, évidemment, de cette journée importante du centenaire du premier Bloomsday. Et voilà, donc n'hésitez pas effectivement à aller le 16 juin faire le tour des différents événements à Paris. Et le 16 juin, c'est, si je veux un petit peu me la péter et parler latin, c'est le terminus ad quem de ma lecture de Ulysses. Et pour le 16 juin, j'espère avoir terminé. Et donc j'en suis à la page 308, je suis arrêté, je suis frozen, je suis figé, gelé. Tiens, on parlait de la femme gelée d'Annie Ernaux. Je me suis arrêté à la page 308 il y a déjà 2 semaines. Et il m'en reste donc dans cette édition-là la bagatelle de 244. Donc j'ai l'impression d'avoir lu plus de la moitié, mais en fait pas tellement. Donc il va falloir que je donne un grand coup de collier dans Circé, ce qui est certainement étrange. Et pauvre Circé. Bien, donc voilà un petit peu pour les événements qu'il y a autour de tout ça. Je suis très heureux de voir que le chat est un peu animé ce soir, mais je ne dis pas qu'il est pas assez animé d'habitude, mais ça m'arrive de me dire que peut-être je parle un peu dans le vide, à peine, mais en tout cas ça me fait plaisir que ça soit animé, donc n'hésitez pas à continuer, et même si vous parlez de choses qui ne sont pas ce dont je suis en train de parler, je m'arrêterai et je digresserai. Alors, la semaine dernière, j'avais commencé le live Twitch en lisant, parce que j'avais peut-être commencé avec quelques minutes d'avance, et donc histoire de bien vérifier, toujours pareil, que le son et l'image fonctionnent, que les spectateurs, spectatrices rejoignent le chat, m'entendent, etc., etc. J'avais commencé histoire de ne pas avoir plusieurs minutes
mutisme, parce que ces live Twitch sont ensuite archivés dans YouTube, j'avais commencé par lire un extrait de la fin, en fait, pas tout à fait la fin d'ailleurs, enfin, vers la fin, on va dire, du chapitre Nausicaa. Chapitre dont j'ai peu parlé d'ailleurs, dans lequel se trouve évidemment une des scènes qui a provoqué, enfin qui a justifié l'interdiction d'édition et de publication dans un certain nombre de territoires anglophones, dont les États-Unis, du livre qui était jugé obscène, c'est pas seulement qu'il était interdit en dessous d'un certain âge, c'est qu'il était carrément interdit de publication. Bon, c'est évidemment toute la scène du chapitre 13, donc Nausicaa, puisque ce chapitre est en deux parties, grosso modo. Il y a le point de vue de plusieurs jeunes femmes qui sont à la plage avec des petits-enfants qui sont les enfants de l'une d'elles. Et il y a Leopold Bloom, et donc on passe en fait du point de vue de ces jeunes femmes, et notamment d'une des jeunes femmes, à celui de Leopold Bloom, qui en fait se masturbe, c'est pas dit comme ça, mais on le comprend quand même assez clairement, qui se masturbe discrètement. D'ailleurs, lui, il n'est pas dévêtu, donc il n'est pas en tenue de bain, donc il est entièrement habillé, donc on comprend que à travers la poche, il a les mains dans les poches, et à travers la poche du pantalon, il se masturbe en regardant une de ces jeunes femmes, donc une scène évidemment extrêmement osée, extrêmement choquante, avec un certain nombre de détails. Une fois qu'on a compris ce qui se passe, il y a un certain nombre ensuite de détails assez sordides finalement liés au côté post-masturbatoire. Ce que moi je trouve intéressant dans la construction et dans l'écriture du chapitre, dans Nausicaa, c'est que ça me rappelle un texte qui doit être, et j'ai pas du tout fait de recherche, mais un texte qui doit être à peine postérieur, ou peut-être contemporain. Je suis pas sûr que postérieur soit un très bon adjectif quand on est en train de parler de masturbation, mais enfin peu importe. Non, c'est bien, j'ai réussi à faire une blague, donc je suis content. Je ne commenterai pas la blague tout à fait navrante aussi faite par ma sœur à l'instant, ce qui prouve qu'on vient du même cheptel. Qu'est-ce que je disais ? Oui, l'intertextualité, blablabla. Le chapitre Nausicaa, du fait que toute la partie qui est racontée du point de vue de Bloom est liée est évidemment un des exemples, et c'était notamment le texte que j'avais lu en début de séance la semaine dernière, puis en fait c'est un texte que j'ai pas eu l'occasion vraiment de commenter ensuite, ou dont j'ai pas eu l'occasion de dire pourquoi je l'avais choisi. Ce qui est intéressant dans la structure en fait de Nausicaa, c'est cette structure en deux parties, et à l'intérieur de la deuxième partie, le point de vue de Bloom, il y a là encore en quelque sorte une sorte d'emboîtement de deux parties qui correspondent en fait à l'orgasme, c'est-à-dire à la montée du désir, du fait que c'est un homme c'est le point de vue d'un homme qui mate des femmes très nettement plus jeunes que lui, donc, et qui se masturbe en même temps. Et ensuite il y a évidemment le côté post-coitum, je ne sais pas comment il faut dire, et le texte essaie de mimer cette détumescence, c'est-à-dire l'excitation, c'est-à-dire que le stream of consciousness, si j'osais je vais oser, parce que vous commencez à me voir venir, évidemment il y a aussi le jet, évidemment le sperme, qui est sous-entendu, qui est allusif dans le texte. Et là, le stream of consciousness, il épouse en fait cette excitation montante, et puis la désescalade en quelque sorte. Je disais tout à l'heure la détumescence, la descente du plaisir, l'après-coup, l'aftermath, un peu de l'éjaculation et de l'orgasme. Et j'ai toujours pas dit ce à quoi ça me faisait penser, un texte, me semble-t-il, à peu près contemporain ou à peine postérieur, qui est cité dans un certain nombre d'anthologies du surréalisme, mais qui n'est pas forcément très facile à trouver. Je suis même pas sûr de l'avoir ici chez moi. C'est un texte que Benjamin Péret avait écrit. Benjamin Péret, un surréaliste important, et notamment connu pour avoir écrit, après la Seconde Guerre mondiale, un pamphlet qui s'appelait Le déshonneur des poètes, dans lequel il tape mais vraiment
assez vigoureusement sur un certain nombre de camarades, d'anciens surréalistes, qui ont en quelque sorte, qui ont participé à la résistance, mais pas parce qu'ils ont participé à la résistance, mais parce qu'ils y ont participé poétiquement, et c'est notamment, ils visent en particulier et principalement Aragon, en disant que Aragon a accepté de se livrer à une poésie militante, à une poésie politique, lyrique et de combat au pire sens du terme, en utilisant des métaphores ringarde, etc., etc. Et donc voilà, en trahissant en fait l'idéal du surréalisme et de l'avant-garde, et en se rangeant aussi dans des formes versifiées beaucoup plus classiques, rimées, octosyllabes, alexandrins, etc., afin de plaire au plus grand nombre, d'avoir donc une poésie de propagande. Et donc voilà, Benjamin Péry, il est connu pour ça, pour le déshonneur des poètes. Bon, je fais des parenthèses dans les parenthèses, mais ça n'est pas totalement inhabituel. Et donc Benjamin Péry, vraiment à la charnière, je crois, du mouvement de la fin du mouvement dadaïste et du début du surréalisme à proprement parler, il a écrit un poème qui s'appelle Poème écrit poème en deux parties, je ne sais plus quel est le titre, mais je crois que c'est un sous-titre, hein, poème en deux parties, une avant de faire l'amour et l'autre après. Donc il y a en quelque sorte aussi, alors de manière certainement moins nette que dans le chapitre Nausicaa, dans le chapitre 13 de Ulysses, ce côté un petit peu monter du plaisir, monter de l'excitation, et puis retomber un petit peu, hein, le post-coitum animal tristé, hein, après le coït, le corps, l'animal, mais le corps, hein, c'est ça, est triste ou se sent vidé, effectivement, dans tous les sens du terme. Donc il y a ça dans Nausicaa, et le texte que j'avais lu en début de séance la dernière fois est un texte qui se trouve dans la partie détumescente vers la fin, et c'est le texte qui commence par bas, je l'avais lu la semaine dernière, donc je ne vais pas le relire en entier. Il commence au bas de la page 272 dans l'édition Alma. Il commence par bas. What is that flying about? Swallow? Bat, probably. Thinks I'm a tree, so blind. Have birds no smell, metempsychosis. They believed you could be changed into a tree from grief. Et comme il y a une peut-être sinon majorité, du moins nombre non négligeable de non anglicistes parmi nous, je vais le lire dans la première traduction, celle de 1929. Mais vous pouvez vous reporter. Ah, j'ai perdu la page. J'ai dit quel numéro à l'instant? C'est pour voir s'il y en a qui suivent. 272, je crois, c'est ça. Donc voilà, vous pouvez vous reporter à la page 272. Vous pouvez aussi vous reporter, je vais essayer de trouver ça facilement. Vous pouvez aussi vous reporter, je vais essayer de trouver ça. Joyce Project. Je peux aussi Joyce Project, après avoir dit que ça. Joyce Project. Je peux aussi Joyce Project, après ça. Joyce Project. Je peux aussi Joyce Project, après je vous mets Joyce Project. Je vous mets le lien vers. Je vous mets le lien. Ezra me dit que le son est dédoublé. Est-ce que d'autres personnes ont un problème? Ezra me dit que le son est dédoublé. Est-ce que d'autres personnes ont un problème? Ezra me dit que le son est dédoublé. Est-ce que d'autres personnes ont un problème? Ezra me dit que le son est dédoublé. Est-ce que d'autres ça va? Ezra me dit que le son est dédoublé. Est-ce que d'autres ça va? Ah, Guillaume a aussi ce problème. Est-ce que ça va? Ah, Guillaume a aussi ce problème. Est-ce que ça va? Ah, Guillaume a aussi un live sous acide. Est-ce que ça corrige? Ah, donc on conseille à ce que en fait. Est-ce que ça corrige? Bon, je vais couper le son et remettre le son. Bon, je vais couper le son. Est-ce que c'est mieux? Le yes veut dire que ça va mieux, c'est bon? Non, il y a encore de l'écho. J'attends que vous me... Là, je vois des oui, je sais pas, parce que je sais pas s'il n'y a pas un décalage, donc je sais pas à quoi vous répondez. Est-ce que le son est bon? Ok, merci. Je reprends de toute façon, s'il y a un problème, vous faites... Vous agitez sans difficulté dans les commentaires. Donc oui, j'allais lire la traduction française 1929, et l'image du coup est revenue. Jacques a récupéré l'image,
Donc voilà, le petit bidouillage que j'ai fait a suffi à reprendre. Donc n'hésitez pas, voilà, je continue de n'avoir aucune espèce de compétence sur Twitch parce que j'ai pas eu du tout le temps de me plonger sur l'outil. Il faudrait vraiment approfondir ça. Voilà, merci Delphine, ville flatteuse. Mais voilà, donc je vais vous lire vite fait la traduction française et puis vous dire aussi ce que je voulais dire par rapport au fonctionnement en fait des phrases courtes, des phrases très très brèves dans la construction du stream of consciousness. Donc je lis l'ensemble de ce passage. Je vous ai mis le lien vers le Joyce Project tout à l'heure, il a peut-être redisparu. Je le remets, voilà. Et vous cherchez dans le texte anglais un texte qui commence par exemple, si vous cherchez What is that flying about en faisant CTRL F, vous devriez trouver ce passage. En attendant, je lis le français. Cette fois-ci, pas dédoublé, donc ça devrait être mieux. Ah, qu'est-ce qu'il vole là? Une hirondelle, plutôt une chauve-souris, me prend pour un arbre. C'est presque aveugle. Les oiseaux n'ont pas d'odorat? La métempsychose. On croyait que le chagrin pouvait vous changer en arbre. Saule pleureur. Ah, la voici. Drôle de petite bête. Où peut-elle nicher? Le clocher, là-haut, c'est probable. Suspendu par les pattes en odeur de sainteté. C'est la cloche qui l'a fait partir, je pense. La messe a l'air d'être finie. Je les entendais en train de prier pour nous, et prier pour nous, et prier pour nous. Bonne idée de répéter comme ça, comme pour les annonces. Achetez chez nous, et achetez chez nous. Oui, voilà de la lumière dans la maison du prêtre. Leur repas frugal. Je me rappelle cette erreur d'évaluation quand j'étais chez Tom. C'est 28. Ils ont 2 maisons. Le frère de Gabriel Conroy est vicaire. Ah, encore. Pourquoi sortent-elles la nuit comme les souris? C'est un produit hybride. Là, dans la traduction française, il y a un nouveau paragraphe. C'est pas le cas dans l'édition Alma où ça continue avec où est-ce que c'est Birds are like hopping mice. Ouais. Oiseaux comme des souris qui sautillent. Qu'est-ce qui leur fait peur? La lumière ou le bruit? Faut pas bouger. L'instinct, c'est comme cet oiseau qui mourait de soif et qui a pu boire l'eau de la cruche en jetant des cailloux dedans. On dirait une petite bonne femme avec une cape et des mains miniatures, des os minuscules. On les voit presque luire d'une espèce de blanc bleuâtre. Les couleurs dépendent de la lumière qu'on a regardée. Si on fixe par exemple le soleil comme l'aigle et qu'après on regarde son soulier, on voit des espèces de pâtés, de taches jaunâtres. Il veut mettre sa marque de fabrique partout. Exemple, ce chat sur le palier ce matin, il était couleur de tourbe sèche. On dit qu'on n'en voit jamais de 3 couleurs. Ce n'est pas vrai. Cette chatte tigrée, blanche, jaune et noire, des armes de la cité avec un M sur la tête. Corps de 36 nuances. Alf était améthyste il y a un moment. Le vert flamboie. C'est comme ça que ce savant, comment s'appelait-il? Et sa lentille qui incendiait. Et quand la lampe prend feu, ça ne peut pas être les allumettes des touristes, qu'est-ce que c'est? Peut-être les tiges sèches qui frottent l'une contre l'autre dans le vent au soleil, ou des bouteilles brisées dans les broussailles qui font comme un miroir ardent sous l'action du soleil. Archimède, j'y suis. Un bon point pour ma mémoire. Alors, un certain nombre de remarques. Alors, j'ai lu la traduction, mais vous avez le texte anglais éventuellement sous les yeux. C'est intéressant parce que ça se termine par un bon point pour ma mémoire. My memory is not so bad. Donc, vous voyez que la traduction, là, dans le passage de My memory is not so bad à un bon point pour ma mémoire, s'il y a des traductologues parmi nous, ou des personnes qui ont des souvenirs de traductologie, on passe déjà d'un énoncé d'une phrase verbale à une phrase sans verbe, ce qui est relativement normal à partir du moment, tiens, je vais parler de ces fameuses phrases brèves, du moment qu'on a des phrases très brèves qui correspondent à des éléments d'oralité, parce qu'en fait, dans le discours haché, interrompu, caractéristique de l'oralité, caractéristique ici évidemment du fonctionnement en coq à l'âne des pensées de Bloom, ce monologue intérieur qui est même décliné en stream of consciousness, en courant de conscience, eh bien en français on va utiliser plus de phrases nominales. La phrase nominale est plus courante en français qu'en anglais, comme structure de la langue orale, on va dire. Donc ici, my memory is not so bad, un bon point pour moi, on a déjà ce passage d'une phrase avec l'auxiliaire être à une phrase sans verbe. Et puis on a aussi ce que l'on appelle parfois le contraire négativé ou la paraphrase antonymique, c'est-à-dire le fait de traduire un énoncé qui est négatif, avec ici une restriction en fait, my memory is not so bad, en un énoncé affirmatif
Et du coup aussi, en disant, au lieu de dire not bad, on dit bon, en fait. Donc on a l'affirmation de quelque chose de positif au lieu d'une négation de négation, not bad. Donc ce qu'on appelle la litote aussi, bien sûr, en figure de style. Donc je prends à partir de la dernière phrase, et c'était pas du tout prévu, mais c'est pour dire que ici on est face à un de ces moments où évidemment Bloom réagit à son environnement. Il réagit à quoi? Un événement relativement banal, à la tombée de la nuit. Il y a une chauve-souris qui tournoie, qui a été, pense-t-il, parce que bon, peut-être qu'il se trompe aussi, il se trompe même en identifiant les chauves-souris comme des oiseaux. Donc déjà ça veut bien dire que ça n'est pas un personnage dont le point de vue, dont les connaissances sont entièrement fiables. Mais il y a cette chauve-souris qui lui tourne autour, qui revient plusieurs fois, et c'est ça qui rythme en fait ce passage. Bah, again, wonder why they come out at night like mice. Et donc le ba, qui est d'ailleurs BA, qui est traduit par AA. Dans la traduction, donc la première, celle de 1929 de Morel, Gilbert et autres, et c'est traduit AA. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, non pas comme le groupe des années 80, attention le gros boomer, d'ailleurs il paraît qu'ils existent encore. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? On ne sait pas, c'est quelque part par là. Je suis toujours super mal latéralisé, en plus où est-ce que c'est? Ça va être par là, voilà, c'est là, je vais y arriver. Donc là, c'est pas le live sous acide, c'est le live par incompétence. Vous voyez, là, vous l'avez là. AH, A accent circonflexe, A accent circonflexe. Ce qui pose tout un problème aussi, parce que le bas anglais, c'est à la fois en fait une réduction de l'onomatopée qui est du bêlement. Vous savez qu'en français, les moutons font bé, en anglais, ils font ba, et jusque dans une célèbre comptine ba, black sheep. Ici, c'est à la fois ça, puis c'est évidemment le mot bat privé de sa dernière lettre. Et comme j'improvise, je dois vous faire un aveu. Il faudrait que je trouve un moyen mnémotechnique pour m'en souvenir, mais je confonds toujours la pocope et la phérèse. Je ne sais jamais. Il y en a une des deux, c'est le fait de tronquer le début d'un mot, et l'autre, c'est le fait de tronquer la fin d'un mot. Bon, je ne doute pas que vous allez m'aider avec ça. Donc bas, c'est bat tronqué, voilà. Donc apocope, c'est quand la fin du mot saute, c'est ça, hein. C'est ce que j'allais dire, mais je me suis dit, évidemment, comme c'est un peu pile ou face, si je dis qu'il me semble ça plus que c'est l'autre, évidemment, c'est voilà, il faudrait que je trouve un moyen mnémotechnique. J'en ai jamais vraiment cherché, enfin, je dois avouer, mais je suis toujours obligé de vérifier. Donc merci d'avoir vérifié pour moi. Donc bas, c'est l'apocope de bat, c'est bat apocopé. Donc et c'est pas étonnant que des brillants linguistes, comme Ezra en l'occurrence, puissent me sortir ça. Merci beaucoup. Donc ici, on a cet élément-là. Et c'est vrai que AA, c'est pas du tout pareil, parce qu'en fait, c'est censé être le cri de l'effroi, ce qui n'est pas inintéressant du tout. C'est-à-dire de faire bah, parce que je pense que le bas, effectivement, il est interprété comme ça. C'est-à-dire c'est bah, c'est-à-dire j'ai une, voilà. Et donc du coup, en français, oui, la chauve-souris m'arrive dessus. Donc ça, et c'est ça qui va venir rythmer ce passage. C'est toutes les pensées de Bloom. C'est sa réaction, donc c'est effectivement les onomatopées, les cris, l'effroi, le fait que c'est aussi ça qui vient interrompre le cours de ses pensées, le cours de ses pensées, le courant de conscience, le stream of consciousness, mais c'est ça aussi qui le fait penser à un certain nombre de choses, le fait penser aux oiseaux, le refait penser à la métempsychose, qui a été un moment important du chapitre 4 dans le premier échange entre lui et sa femme, avec Morley Bloom. Ça le fait penser à un certain nombre de choses, le belfry, le bell, donc le clocher, la cloche, donc là ça marche du point de vue des sonorités aussi dans la traduction française, ou du point de vue de la ligne en quelque sorte lexicale, mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est la manière dont effectivement ces pensées sont interrompues et ne cessent de repartir vers autre chose. Avec des phrases extrêmement brèves, qui sont d'ailleurs très souvent en anglais. J'en reviens à la remarque que je faisais avant sur les phrases nominales ou elliptiques de verbes, parce qu'on dit souvent phrase nominale, mais en fait je pense qu'un linguiste préfère parler de phrases elliptiques de verbes. Peu importe. Ça revient au même en l'occurrence, c'est deux manières de dire la même chose, mais il y en a beaucoup dans le texte. Et c'est ça qui est d'ailleurs tout à fait inhabituel en
en anglais, c'est que la phrase elliptique de verbe est nettement moins courante. Donc le fait que le texte soit autant saturé de phrases elliptiques de verbe cherche à dire que la langue écrite ordinaire ou courante doit être entièrement modifiée, doit être entièrement réagencée, repensée, pour essayer de dire la vérité de ce que sont les pensées internes d'un personnage. Ah oui, c'est pas mal comme moyen mnémotechnique. Mais il faut pas qu'on se dise, ah oui, je coupe le début du mot. Mais non, mais ça, c'est moi qui suis retors. J'ai toujours du mal avec les moyens mnémotechniques parce que je sais pas, j'arrive pas à simplifier assez. Mais alors tiens, c'est intéressant que tu poses cette question-là parce qu'effectivement, le bat et belfry, c'est lié à une expression anglaise un peu archaïque parce qu'on la trouve assez rarement dans des documents qui ont, on va dire, les moins de 50-40 ans, mais qui évidemment est une expression complètement habituelle, voire même un peu familière peut-être à l'époque où Joyce a écrit Ulysses. Il y a le de bats in the belfry. To have bats in the belfry, c'est avoir une araignée au plafond. J'essaie de trouver une équivalence qui soit aussi archaïque. C'est-à-dire être un peu dingue, être un peu maboule, non, c'est maboule, c'est bien vieux aussi. Bref, voilà, donc to have bats in the belfry, il y a plein d'expressions comme ça qui utilisent d'ailleurs des réduplications allittératives, bee in your bonnet aussi, t'as une abeille dans le bonnet littéralement. Et donc ici dans la... Oui, c'est des expressions effectivement psychophobes, on peut le dire. Et merci de le faire remarquer. Et donc ici, effectivement, alors ce qui est intéressant dans l'image de Bat in the Belfry, c'est qu'en fait, ça compare le corps humain c'est une sorte de métonymie assez généralisée quand même, parce que ça compare le corps humain à un bâtiment, en l'occurrence l'église, et la tête qui se trouve en haut du corps humain est comparée au clocher. Et le fait d'avoir effectivement une araignée au plafond, on voit que c'est là qui a le même genre de spatialisation et de métaphorisation de l'espace, elle est de comparaison aussi, de métonymisation du corps humain comparé à un bâtiment, dans araignée au plafond, c'est une expression qui fonctionne de manière assez proche finalement. Cette idée ici, elle implique que bat in the belfry, c'est avoir quelque chose qui ne va pas en haut du corps, donc au niveau de la tête. Donc et effectivement le texte anglais joue de ça, et le texte français, il me semble, ne le reprend pas. Je l'ai lu, mais si on regarde, où peut-elle nicher le clocher là-haut? C'est probable, suspendu par les pattes en odeur de sainteté, qui est, est-ce que c'est in the odor of sanctity, qui est déjà sans doute problématique aussi. Alors c'est vrai que Funny Little Beggar Wonder Where He Lives, d'ailleurs il y a autre chose aussi, c'est le changement de genre du masculin vers le féminin. Et c'est une autre remarque que je voulais faire d'ailleurs par rapport à ça, c'est le fait que le texte de Joyce, il joue aussi sur le jeu de mots avec le français. Et ce jeu de mots est complètement perdu. Parce qu'en fait, Bloom, il compare les bats que dans la langue anglaise, rien n'identifie à des rongeurs. Ce sont des bats, c'est une créature ça désigne un certain ordre zoologique. Et donc, contrairement à la langue française qui crée une sorte de confusion un peu avec cette chauve-souris, mais qui au moins a le mérite de donner un mot qui les rapproche des mammifères et non pas des oiseaux. En anglais, on vous dit bat, rien dans le mot n'est porteur d'un sens qui rapproche évidemment ces animaux des rongeurs, et des souris en l'occurrence. Et donc Bloom, quand il s'imagine, quand il commence à dire « Wonder why they come out at night like mice, they're a mixed breed, birds are like hopping mice, what frightens them night or noise, better sit still ». Et donc là, il se pose plein de questions, et il remarque, tiens, pourquoi elles sortent la nuit comme les souris, elles sautillent comme des souris, je crois que c'était traduit comme ça dans la traduction, les souris qui sautillent, hopping mice, et peut-être que Bloom, en fait, qui je crois, parle français, soit inconsciemment, soit consciemment, mais sans le penser à ce moment-là, ou sans l'expliciter dans son monologue intérieur, tire ce savoir, ou tire cette analogie de la langue française, les chauves-souris. Dans la traduction française, le problème c'est que ils ont été obligés bien sûr de traduire bat dès le début par chauve-souris. Une hirondelle, plutôt une chauve-souris.
Donc il y a effectivement tout ce côté-là qui est perdu. De même que sont perdus un certain nombre aussi d'équivoques liés à je vais pas y arriver, à l'homonymie. Bat comme swallow, parce qu'ils demandent swallow, c'est comment swallow, je me confonds dans mes textes. Swallow, bat probably. Et vous voyez, il n'y a même pas d'ailleurs les articles indéfinis. What is that flying about? Swallow, bat probably. Thinks I'm a tree, so blind. Et donc il y a là aussi, c'est vrai que swallow et bat sont des termes qui peuvent être ambivalents parce qu'ils ont des homonymes dans la langue anglaise. En français, hirondelle et chauve-souris n'ont pas cette polysémie. Donc là aussi, la polysémie est perdue éventuellement. Donc c'est un autre élément aussi, parce que c'est également ça qui est présent. Je me suis fait une autre remarque d'ailleurs par rapport à la traduction, c'est la traduction de ads au sens de publicité. On sait que Bloom, il essaie de gagner un peu sa vie aussi comme ça, en plaçant des messages publicitaires. Donc il pense à l'église, could hear them all at it, pray for us and pray for us and pray for us, good idea, the repetition, same thing with ads, buy from us and buy from us. Et donc il décalque la théologie, la pratique théologique, sur la pratique capitaliste, la pratique de la vente. C'est pas extrêmement original, mais il fait ça. Et d'ailleurs, les ads sont traduits par les annonces. Et je pense très honnêtement, voilà, quand on dit, je pense que c'est un assez bon exemple. Il faudra aller voir comment ça a été traduit dans la grande traduction collective de 2004. Mais quand on dit, quand on veut essayer de trouver des raisons, il y en a 3000, vous ouvrez n'importe quel livre traduit il y a 50 ans, ou il y a presque 100 ans, puisque la première traduction est quasi contemporaine, à peine postérieure à la parution de Ulysses en anglais, on trouve plein d'excellentes raisons de dire qu'il faut une nouvelle traduction qui soit adaptée à un certain nombre d'évolutions par rapport à la compréhension du texte d'origine, bien sûr. C'est le cas d'un certain nombre de grands textes classiques, je mets beaucoup de guillemets à ce terme-là, mais on va dire des classiques, pas au sens de la période classique, mais des classiques de la littérature anglophone, si on pense bien sûr aux pièces de Shakespeare, mais on peut penser à Milton, on peut penser à Chaucer, on peut penser à un certain nombre de grands textes comme ça, dont certains ne sont plus du tout lus ni traduits d'ailleurs. The Pilgrim's Progress de Bunyan, que plus personne ne lit, si tant est que ça a été vraiment lu du début à la fin, alors que c'était dans toutes les anthologies et dans tous les manuels scolaires. Bref, nécessite des retraductions. Pourquoi ? Pour s'adapter à des choses que l'on sait ou que l'on continue d'apprendre ou de découvrir ou d'affiner dans notre connaissance de ces textes-là, mais aussi pour s'adapter au lecteur. Et typiquement ici, ads, qui veut dire publicité, pour quelqu'un qui lit la traduction française, annonce n'est pas clair du tout. C'était sans doute clair. Je perds ma traduction, je ne la retrouve pas. Oui, comment c'est ? Comme pour les annonces, acheter chez nous et acheter chez nous. Alors ça va, parce qu'il y a acheter chez nous. Bon, mais c'est peut-être pas aussi clair que ads, qui reste clair en anglais. Vous dites ads, tout le monde comprend que c'est des pubs. Donc je ne sais pas comment ça a été traduit en 2004, mais c'est vrai que ça serait tentant. Moi je serais tenté là en retraduisant ça de dire c'est pareil pour la publicité, quoi. C'est pareil. Et peut-être qu'une retraduction des années 60 ou des années 70 serait allé chercher le terme de réclame qui maintenant ne fonctionne pas ou est certainement un peu archaïsant. Bunyan, ah oui, t'as vu Bunyan à la grecque, quelle horreur. Peu importe. Mais c'est vraiment une drôle d'idée. Mais bon, c'est un texte qui en fait est plutôt à étudier. Moi, je trouve du point de vue de la civilisation, mais qui est dans l'histoire des idées. C'est un texte qui est extrêmement important dans l'histoire des idées. The Pilgrim's Progress de Bunyan. Il a eu une énorme importance aussi en études coloniales et postcoloniales, parce que c'est un texte qui a été énormément utilisé par les missionnaires et par les écoles, et donc aussi beaucoup dans le système scolaire colonial, pour évangéliser, pour christianiser, et puis aussi et il y a toute une partie de la littérature postcoloniale qui est une littérature très didactique, très allégorique, qui, notamment dans le monde anglophone, parmi les écrivains, par exemple africains anglophones, qui sont très influencés, en fait, qui ont pu être très influencés. Il y a eu tout un courant des années 40 aux années 70, d'écrivains qui écrivaient en anglais, qui avaient été nourris, de manière peut-être un peu hallucinante ou paradoxale, qui avaient été nourris par ce texte
à grande portée, on va dire moralisatrice, allégorique et même théologique, qui est The Pilgrim's Progress. Bon, j'ai fait une parenthèse et le commentaire de Delphine m'a poussé à revenir sur cette parenthèse, mais on va la fermer, la parenthèse, mais moi aussi je vais la fermer bientôt. Voilà, donc ce texte-là, je parlais de ce texte-là pour montrer comment fonctionne un peu le stream of consciousness du point de vue des structures de la langue, c'est-à-dire de phrases très très courtes, de la manière dont ça saute, oui, un petit peu du coq à l'âne aussi. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'était l'espèce d'ironie qu'il y a sur, là aussi, les erreurs, c'est-à-dire parce que quand on regarde même rapidement les notes, on sait que tout le passage sur Archimède, en fait, c'est quelque chose qui est apocryphe. Donc c'est la deuxième partie du texte que j'ai lu. That's how that wise man, what's his name, with a burning glass, then the heather goes on fire. Et c'est lié en fait à ce qui est très probablement une légende, quelque chose d'apocryphe, une histoire comme ça qui traînait, selon laquelle Archimède aurait réussi à aider les Grecs à vaincre la flotte romaine en utilisant de manière extrêmement habile tout un système de miroirs et de verres qui, par des projections solaires, avait permis de mettre le feu à la flotte, à un certain nombre de navires de la flotte romaine. Bon, c'est une histoire certainement apocryphe, et en tout cas, l'attribution de cette histoire à Archimède, comme le savant qui a réussi à mettre ça en œuvre, est apparemment totalement fausse. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que, alors, je voulais lire ça à deux niveaux. That's how that wise man, what's his name, with a burning glass. La phrase elle-même, qui est une phrase complètement inachevée, complètement dénuée de structure, il n'y a plus aucune espèce de structure. That's how that wise man, et on se dit, bon, ça tend à avoir un verbe conjugué. That's how that wise man proceeded to get rid of the Roman fleet. Voilà, par exemple. Pas du tout. That's how that wise man, il s'interrompt. What's his name? Aucun signe de ponctuation. Donc ça, c'est aussi pour montrer le fonctionnement du courant de conscience. That's how that wise man, what's his name, with a burning glass. Et donc, il y a non seulement il y a l'interruption, mais il y a aussi l'oubli, presque, ou l'omission, plus exactement, du verbe d'un certain nombre d'informations. The man with a burning glass. Then the heather goes on fire. Et donc ça veut dire que pour essayer de comprendre comment certains incendies se propagent l'été autour de Dublin, son esprit passe par cette allusion à pseudo-Archimède, ou à cette légende autour d'Archimède, et ça se fait au détour d'une phrase qui est une phrase asyntaxique, qui ne fonctionne pas selon les règles de la syntaxe normale, courante. Ça veut dire qu'en grammaire normative, c'est évidemment une phrase dysfonctionnelle. Bon, c'est une phrase qui correspond au fonctionnement de l'esprit. Donc c'est pour montrer aussi ce que Joyce a apporté par rapport à ça, et c'est un apport qui est quand même fondamental. Et on va retrouver ce type d'utilisation de l'interruption, de la phrase qui n'est pas grammaticale selon les règles courantes de la grammaire et de l'expression écrite, pour essayer d'avoir des éléments d'oralisation, avoir des éléments évidemment de complexité psychologique et de complexité mentale. On va retrouver ça. Bon, la semaine dernière, je faisais un raccourci ou un rapprochement un peu à la serpe avec Céline, mais on va retrouver ça dans tous les derniers textes de Nathalie Sarraute aussi, l'utilisation de l'interruption, de la reprise, du remords, du retour sur une hypothèse précédente. Et on trouve ça aussi chez un écrivain qui compte énormément pour moi, qui est Robert Pinget, qui est un romancier souvent associé au nouveau roman, mais qui a fait des choses assez différentes, et qui faisait énormément ça. C'est-à-dire là, ce type de phrase, That's how that wise man, what's his name, with the burning glass, ça pourrait sortir d'une traduction de Pinget. Donc là, c'est évidemment du plagiat par anticipation. Peu importe. Donc ça, c'était le premier niveau auquel je voulais lire cette phrase. Le deuxième niveau, c'est dans la reprise plus tard. Ça lui revient, Archimedes, I have it. Et donc évidemment, ici, il y a Joyce qui s'amuse et qui cherche à nous amuser, qui en tout cas va amuser les personnes qui captent la référence, qui comprennent la référence. Archimedes, I have it. C'est bien le Eureka d'Archimède. C'est-à-dire que Bloom, il se trouve à retrouver le nom d'Archimède en se disant, ça y est, je l'ai retrouvé. Et ce ça y est, je l'ai retrouvé est évidemment un rejeu de la très célèbre, très galvaudée aussi, formule attribuée à Archimède découvrant la loi de la poussée. Eureka. Donc, my memory is not so bad. Et donc, il se donne lui-même un bon point. C'était ça que je citais tout à l'heure. Et ce qui est évidemment complètement ironique dans tout ça, et c'était ça le deuxième point que je voulais signaler, c'est que d'abord, il se rappelle
un épisode un peu nébuleux de l'histoire ancienne, il ne sait plus qui c'était. Un peu plus tard, quelques phrases plus tard, ça doit prendre 10 secondes, le nom lui revient, Archimedes, Archimède, I have it, avec un élément de référence culturelle, textuelle, etc. On est censé comprendre qu'il y a une forme d'ironie, parce que Bloom, il retrouve le nom d'Archimède en faisant comme Archimède. Ah, ça y est, clac, c'est revenu. Là où il y a énormément d'ironie, c'est que c'est un apocryphe, c'est que c'est une légende, c'est que c'est un fait non avéré. Et donc, certes, sa mémoire n'est pas mauvaise, sauf que sa mémoire, elle a retenu quelque chose qui est faux. Donc sa mémoire est bonne, sa connaissance est mauvaise. Donc là aussi, c'est intéressant de montrer comment l'écriture, la mise en texte du fonctionnement du monologue intérieur, elle sert à montrer comment fonctionne la pensée et comment fonctionne la mémoire, mais elle ne montre pas du tout comment fonctionne la connaissance ou le raisonnement. Et c'est ça aussi que je trouve vraiment intéressant ici. Juste pour terminer là-dessus, et sur le passage qui est juste après, les phrases vraiment juste après là où je me suis arrêté, et pour revenir sur les fameux bats in the belfry, les expressions, les métaphores psychophobes, j'en ai cité deux, j'ai dit bats in the belfry et bee in your bonnet. Je pense que vraiment Joyce continue à s'amuser avec ces expressions, parce que juste après ça continue, who knows what they're always flying for? Insects? That bee last week got into the room playing with his shadow in the ceiling. Might be the one bit me, come back to see. Birds to never find out what they say. Et donc là, on passe de la chauve-souris qui revient à ce qu'elle mange. Elles sont insectivores, ça le fait penser à quoi? À un incident avec une abeille, bee in your bonnet. Et donc ça veut dire que on a quand même tout ce travail d'expression qui sont des expressions de la folie, du dérangement mental, et qui sont là en filigrane par des allusions, via les animaux, à des expressions qui disent la folie. Et ça, c'est une connotation qui est très forte dans le texte anglais, mais qui est perdue, parce que dans le texte français, il y a les chauves-souris et les abeilles, et ni les chauves-souris ni les abeilles ne disent la folie. Donc ça, c'est un réseau, on va dire, métaphorique, qui est perdu dans cette traduction, qui est probablement pas conservable d'ailleurs. On ne peut pas soudainement... Je ne sais même pas s'il y a des expressions... pour dire la folie, je disais l'araignée au plafond, il est dehors sur la plage, soudainement, on ne va pas lui faire tournoyer une araignée autour de lui, ça n'a aucun sens. Donc, de toute façon, là, on est sur des éléments qui sont des éléments difficilement conservables, difficilement traduisibles ou transférables. Bon. Oui, je faisais une remarque que j'ai arrêtée, je crois que j'avais juste commencé à le dire sur le genre, le fait que la chauve-souris en anglais ici est masculine, funny little beggar, there he goes, et puis c'est pareil pour l'abeille, with his shadow on the ceiling. Et donc en français, de manière, là encore, normative, en se conformant aux règles de la langue d'arrivée, de la langue dans laquelle on traduit, les traducteurs, ils ont évidemment... féminiser la chauve-souris et l'abeille. Il n'y avait pas tellement d'autres choix. Mais ça veut dire que, bien sûr, quand on lit ce genre de texte, il y a ce genre d'élément qui transparaît. Et j'ai pensé, je vais terminer ma causerie de ce soir là-dessus. Pas plus tard qu'hier, j'ai commencé à traduire un livre, je ne sais même pas si je l'ai là, si je l'ai, qui est un livre génial. Ça fait des mois que je suis censé commencer à le traduire. Mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas encore vraiment de contrat, il n'y a pas grand-chose encore de fait. Donc voilà, donc on va rester confidentiel. Voilà, vous n'avez rien vu. Qui est une autobiographie vraiment passionnante d'un auteur kényan, Binyavanga Wainaina, qui est mort il y a quelques années. Très jeune, parce qu'il n'avait pas 50 ans. Et cette autobiographie qui est vraiment très très chouette, j'ai commencé à traduire, et en fait il y a tout un passage dans lequel il y a un arbre, qui est un acacia, qui est une espèce très particulière d'acacia qui pousse en Afrique de l'Est, qui est féminisé, parce que les arbres sont généralement féminisés en anglais. Et j'ai eu ce problème-là parce que je trouvais vraiment qu'à ce moment-là, puis il y a c'est vu du point de vue d'un très jeune enfant qui en fait à chaque fois projette des sortes de fantasmes personnels ou d'hallucinations sur un certain nombre de choses apparemment complètement banales du quotidien. Je trouvais le féminin vraiment important. Et il y a notamment une phrase, je ne me souviens plus laquelle, mais une phrase dans laquelle c'est important. J'ai choisi en fait de traduire au féminin, c'est-à-dire j'ai mis l'arbre machin truc, et ensuite j'ai mis 7 arbres
c'est une arbre. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai ajouté quelque chose en français pour expliquer, parce que je pouvais pas juste dire c'est l'arbre machin, ensuite tout mettre au féminin, parce que là le lecteur il se dit mais il sait pas qu'arbre est masculin, qu'est-ce que c'est que ce traducteur. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une sorte, moi je pense qu'il faut avoir une sorte, on va pas mettre toute une note de bas de page, ça serait une autre solution, mais moi je traduis pas dans l'optique d'un texte critique, si vous voulez. L'idée c'est d'avoir un texte qui est comme le texte publié, il n'y a pas de note de bas de page, c'est juste c'est un texte créatif, c'est un romanesque / autobiographique. Il n'y a pas à avoir des notes de bas de page tout le temps. Donc moi j'ai choisi de mettre c'est une arbre, et je crois que j'ai dû mettre le une en italique ou quelque chose comme ça, peut-être même pas, mais pour dire voilà, le narrateur, cet enfant qui raconte, ce narrateur qui raconte son enfance, et là c'est vraiment le point de vue de l'enfant, du jeune enfant, et bien voilà, il nous dit que l'arbre est féminin. Et moi j'ai choisi donc de garder le féminin pour arbre. Et ça veut dire qu'il faut quand même faire un certain nombre de... C'est pas toujours facile. Là, très honnêtement, il n'y a aucune raison de dire c'est un chauve-souris et puis de tout masculiniser. Pareil pour l'abeille. C'est assez compliqué de faire ça quand même. Donc voilà, donc c'est des problèmes qui se posent aussi quand on traduit. Voilà, moi c'était une énième digression. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont pas, je sais pas, pris la parole. Est-ce qu'il y a des remarques, vous en êtes à tel endroit, vous avez une remarque, même comme ça, complètement déboutée, complètement anodine peut-être, mais intéressante. Tout est intéressant, hein, toutes les réactions sont intéressantes. Je ne sais pas si vous en avez. Sinon, il y a un spectateur qui vient d'arriver, parce que je vois le compteur qui change. Il est peut-être revenu. Je ne sais pas comment ça fonctionne, parce qu'il suffit qu'il y ait une petite modification, et c'est voilà. Je pense que j'ai trouvé une... Comme quoi, ce live aura aussi eu ce mérite. Je pense que j'ai trouvé je vais essayer de ne pas faire comme Bloom, de finir une phrase, excusez-moi. Ah oui, on n'a pas parlé du jardin, des lauriers sont coupés, mince, ben oui, ben, tu fais bien de me relancer. Je finis juste ce que j'allais dire, histoire que ça soit pas trop courant de conscience et monologue intérieur. Le moyen mnémotechnique pour la phérèse et l'apocope, parce que celle qui a été proposée par Asteria 666, la cope est à la fin du mot, donc on coupe à la fin du mot, je sens qu'elle va pas marcher pour moi. Donc je suis désolé, mais il faut des moyens mnémotechniques qui marchent. Aphérèse et apocope, la voyelle E dans aphérèse, la voyelle O dans apocope, donc E est au début de l'alphabet, O est à la fin de l'alphabet. Pour moi, ça va marcher. Vous êtes tous en train de vous dire, mais il est fou de la tête, celui-là, mais mais je pense que ça va m'aider plus. Aphérèse début et apocope O fin. Alors, je réagis. Alors, rapidement à Delphine parce que c'est simple. Mais je ne sais pas si c'est vraiment un cadeau parce que je pense qu'il y a des gens qui m'en veulent en fait de leur avoir fait lire Ulysses et je les comprends donc je présente mes excuses mais voilà mais c'est comme ça. Moi-même je prends pas toujours un plaisir immense et là ça fait presque 2 semaines que j'ai arrêté. Mais enfin voilà si Delphine et d'autres comme Delphine sont contentes de s'être lancés dans Ulysses et de le lire, eh bien tant mieux et Denada. Ah mais je vois que Ezra est encore beaucoup plus, comment dire, à l'esprit encore plus tarabiscoté que moi, donc ça me fait plaisir, je me sens moins seul. Non, apocope, non, là j'ai du mal. C'est bien, hein, trouvons tous nos moyens mnémotechniques pour ne pas confondre aphérèse et apocope. Non, mais je pense que moi, le mien, bon, bref, peu importe. Je reviens sur ce que dit Jacques par rapport aux lauriers sont coupés. Alors, je rappelle très rapidement, Les lauriers sont coupés de Dujardin, Edmond Dujardin, il me semble. C'est un roman des années 1880-1885, je crois, de mémoire, dont Joyce a fameusement dit qu'il l'avait acheté par hasard chez un bouquiniste des quais de Seine, plus ou moins au moment où il commence à écrire Ulysses, entre 1905 et 1910. Il faudrait revérifier les détails biographiques, j'ai pas bien en tête, je vous la fais
rapide, et que dans ce roman-là, Dujardin invente quelque chose qui est le flux de conscience, et que donc Joyce dit dans Ulysse, je me suis inspiré de Dujardin. Alors évidemment, tous les spécialistes de Joyce depuis bientôt 100 ans, sachant ça, vont fébrilement lire Les lauriers sont coupés de Dujardin et sont évidemment épouvantablement déçus parce que c'est un très mauvais livre. Je pense que c'est ce que cherchait à dire Jacques, sauf que Jacques a l'air de le prendre plutôt à la rigolade en se disant c'est drôlement rigolo, on se marre. Comment dire, l'analogie était avec Marc Lévy, je crois, il me semble. Alors l'avantage évidemment, c'est par rapport à, je vais faire mon vieux, mais je suis vieux. Par rapport à quand moi je me suis intéressé à la question où j'avais essayé de lire les lauriers sont coupés, Wikipédia, Wikisource, etc. n'existait pas, donc j'avais dû l'emprunter en bibliothèque ou le lire même dans une bibliothèque à Paris, il me semble. Enfin, j'ai ce souvenir un peu nébuleux. Puis j'avais assez vite abandonné. Puis j'avais rejeté un œil quand le texte a été numérisé par Wikisource. Donc c'est très gentil de donner le lien, Jacques. Merci beaucoup. Et effectivement, voilà, c'est pas très bon. Et surtout, en fait, quand on lit, on se dit, mais en fait, on le voit pas tellement, ce fameux flux de conscience. C'est pas si net que ça. Alors c'est ça qui est très intéressant. C'est soit Joyce a fait un canular total, ce qui n'est pas entièrement exclu en fait. Je ne sais pas, je suppose que les spécialistes ont dû regarder ça de très près. Soit Joyce a fait un canular total et a fait croire qu'il avait été terriblement influencé par un bouquin dont en fait il pensait le plus grand mal ou qu'il ne trouvait pas bon du tout. Soit effectivement il a lu ça, il a vu cette chose-là que moi je ne vois pas parce que il était génial et moi non. Et il en a fait quelque chose, ça lui a donné une idée, ça lui a donné un déclic. Mais c'est très courant qu'en fait dans l'histoire de l'art, tel peintre, tel musicien, tel écrivain, écrivaine, etc., et une sorte de déclic, un I have it, un eureka moment, une sorte de eureka comme ça, en lisant ou en regardant, en étant influencé par une œuvre qui est une œuvre en fait assez mineure, pas très intéressante, etc. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant dans l'influence, c'est qu'on peut toujours s'imaginer, oui, quand on regarde l'intertextualité dans l'histoire littéraire, on se dit toujours, ah oui, Hamlet a beaucoup influencé, machin, truc, bidule, etc. Oui, mais il y a aussi des éléments d'influence qui sont des éléments d'influence d'auteurs complètement oubliés. L'histoire littéraire le montre aussi, ça, un certain nombre de fois, à savoir que Flaubert disait qu'il devait beaucoup à tel écrivain, Champfleury ou bon, peu importe. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que on a comme ça des effets d'un écrivain qui va aller prendre une idée quelque part et qui va en faire quelque chose de finalement bien meilleur, ou en tout cas beaucoup plus intéressant, plus expérimental, plus novateur, plus marquant que ce que l'on peut trouver en fait dans l'œuvre de départ. Donc ça c'est aussi un élément intéressant. Donc oui, merci, je voulais réagir par rapport aux lauriers sont coupés. Et donc visiblement Jacques a décidé d'en faire une lecture divertissante ou une lecture au second degré, ou en décidant de prendre ça à la rigolade, et c'est peut-être effectivement la seule lecture à avoir des lauriers sont coupés. Mais mes souvenirs sont très lointains parce que ça fait facilement 20 ans que j'étais allé jeter un œil à ça. S'il n'y a pas d'autres réactions, commentaires, etc., je vais couper la chic et mettre fin à ce chat. Mais s'il y en a d'autres, s'il y a des remarques, n'hésitez pas, bien sûr. Oui, eh bien, si je ne m'abuse, lundi prochain, normalement, je suis tout à fait disponible. Dispo, ça on ne sait pas. Enfin, dispo sans S, oui. Dispo avec un S, on ne sait pas. Mais voilà. Normalement, on maintient l'horaire habituel, et puis je devrais réussir à peu près à le maintenir. Bon, le lundi 23, il y a des choses un peu... Enfin, des choses qui risquent encore de bouger dans mon agenda, donc je ne garantis pas absolument, mais lundi 16 et lundi 30, c'est sûr, et puis probablement lundi 23 aussi. Bonne soirée à toutes et tous aussi, merci beaucoup pour un chat dynamique, merci pour aussi les commentaires, les différentes aides, et les commentaires et les liens, et merci pour les commentaires aussi techniques qui m'ont permis de régler un problème de son que je n'étais pas en mesure d'évaluer moi-même, dont je n'étais pas capable dont je ne pouvais pas prendre conscience moi-même. Merci beaucoup à toutes et tous, et à bientôt pour de nouvelles aventures.